Pour arrêter d'avoir peur des effets secondaires du finastéride, il faut déjà comprendre comment est-ce que ce médicament fonctionne. Alors qu'est-ce que le finastéride? Le finastéride, c'est un traitement qui est utilisé pour soit le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate à 5 mg, ou alors le traitement de la chute de cheveux chez les hommes à 1 mg par jour, bien que pour ce dernier effet, donc pour la chute des cheveux, on peut même descendre à 0,25 mg par jour, ou même tous les 2-3 jours, et avoir des résultats toujours presque aussi efficaces qu'avec 1 mg ou même 5 mg, lorsqu'on parle toujours de chute de cheveux. Alors comment est-ce que le finastéride fonctionne? Le finastéride est un inhibiteur de 5-alpha réductase, euh, précisément 5-alpha réductase type 2, qui est l'enzyme présente dans le cuir chevelu et la prostate, qui est responsable en fait de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. La 5-alpha réductase, il y en a 3 types en tout. Il y a la type 1 qui est principalement présente dans le cerveau, donc qui n'est pas impactée par le finastéride, puisque le finastéride bloque uniquement la 5-alpha réductase de type 2 et une partie de la 5-alpha réductase de type 3. Et donc il y a la type 3 qui est la 5-alpha réductase qui est présente dans les parties génitales chez les hommes lorsque ces derniers sont en train de se développer, donc durant leur puberté. Tu vois, quand tu grandis et que tu as les parties en bas qui commencent à grandir aussi, et c'est la 5-alpha réductase de type 3 qui est responsable de la croissance en fait de tes parties. Donc c'est pour ça que si tu es adolescent et que tu regardes cette vidéo, ne prends pas de finastéride avant tes 20 ans, 18-20 ans. En tout cas, ne prends pas de finastéride tant que tu n'as pas fini ton développement, et surtout parle-en à ton médecin, même si tu veux commencer le finastéride, peu importe ton âge en fait. Donc voilà, juste petite note à part. Alors maintenant, comment est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait quand tu prends du finastéride? Donc tu bloques ta 5-alpha réductase de type 2, donc ça veut dire que tu produis plus ou moins de dihydrotestostérone dans ton cuir chevelu et dans ta prostate. Et qu'est-ce qui se passe quand tu produis moins de DHT dans ton cuir chevelu? Tu n'as plus ce qui s'appelle la miniaturisation des follicules pileux qui a lieu dans dans ton cuir chevelu. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est la miniaturisation? La miniaturisation, c'est lorsque la dihydrotestostérone entre en contact avec les récepteurs androgènes du bulbe capillaire, en fait, dans tes cheveux, et qu'elle commence à détruire les structures vasculaires, en fait. Elle commence à casser tous les vaisseaux sanguins de tes follicules pileux, et c'est ce qui cause progressivement en fait la pousse de plus en plus fine de tes cheveux après chaque cycle. Donc si tu veux, quand t'as une calvitie, tes cheveux ils s'affinent pas tout de suite en fait. C'est lorsqu'ils tombent, quand ils repoussent à chaque fois plus fin, et surtout la phase de pousse elle est de plus en plus courte. Et c'est là que le finastéride va rentrer en jeu en bloquant la conversion de testostérone en dihydrotestostérone dans le cuir chevelu, et donc en limitant la casse en termes de miniaturisation. Et le finastéride est hyper efficace pour ça. Il y a même des études qui ont montré qu'il avait 100% d'efficacité après 5 ans d'utilisation, ce qui est énorme, hein. Aucun médicament n'a 100% d'efficacité euh, dans toute catégorie de médicaments comprise, donc c'est assez impressionnant. Après, peut-être que c'est dû à la chance dans cette étude particulière que je viens de te citer, je ne sais pas, mais c'est assez incroyable. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comprendre les effets secondaires du finastéride, il faut d'abord comprendre que la DHT est une hormone paracrine. Qu'est-ce que ça veut dire une hormone paracrine? C'est une hormone qui a un effet uniquement là où elle est produite. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque la testostérone arrive dans le cuir chevelu, elle est convertie en DHT, et la DHT qui est produite dans le cuir chevelu vient attaquer les follicules pileux. Il n'y a pas de DHT vraiment qui circule dans le système sanguin, dans le corps. Et puis même s'il y en avait des traces qui circulaient, en fait, la DHT n'a aucun effet euh, dans le corps. Donc lorsqu'on supprime sa DHT, les problèmes qui vont advenir ne seront pas dus au fait qu'on a supprimé la DHT directement. Mais alors à quoi est-ce que c'est dû? En général, ce qui se passe, c'est que lorsque tu bloques ta DHT, lorsque tu bloques la production de dihydrotestostérone, tu as plus de testostérone qui reste
testostérone. Donc, étant donné que de base, la testo se convertit en DHT, si là, maintenant, il n'y a plus de conversion, bah, tu as plus de testo. Et c'est pour ça que certaines personnes vont rapporter au contraire une augmentation de la libido et une augmentation de l'énergie quand ils prennent du finastéride. Et personnellement, j'ai un peu l'impression que ça a été mon cas. Voilà, j'ai pas envie de mettre le seum à ceux qui regarderaient cette vidéo et qui auraient eu des effets secondaires, mais personnellement, depuis que je prends du finastéride, je me sens tellement mieux. Et puis peut-être que c'est aussi l'effet psychologique du fait de faire quelque chose tous les jours pour stopper ma chute de cheveux qui me donne énormément d'énergie et de bien-être et de satisfaction personnelle. Mais donc, lorsqu'on a plus de testostérone, qu'est-ce qui se passe? Si on ne peut pas la convertir en DHT, il y a plus de risques que celle-ci soit convertie en une autre hormone qui s'appelle euh, estradiol, et donc les oestrogènes. Parce que justement, les oestrogènes sont également des hormones qui sont dérivées de la testostérone via une autre enzyme, via la conversion de testostérone en passant par une autre enzyme qui s'appelle l'enzyme aromatase. Donc, exactement le même système que pour la testostérone qui arrive en contact avec la 5-alpha-réductase. Là, c'est testostérone aromatase et ça donne des oestrogènes. Donc, si on a une augmentation de la testo, on peut avoir une augmentation des oestrogènes et c'est cette augmentation d'oestrogènes qui va probablement être à l'origine de tous ces troubles qu'on pourrait retrouver dans de rares cas avec le finastéride. Mais encore une fois, on parle de 2 à 3% de chances d'avoir des effets secondaires. Et j'aurais même envie de spéculer sur le fait que, en général, les effets secondaires auront moins de chances de t'atteindre si, par exemple, tu as un mode de vie sain, tu manges correctement, tu dors correctement, tu fais du sport, tu as un body fat qui est dans des rangs, on va dire, sains, entre 15 et 20% pour un homme, voire même si tu arrives à descendre entre 10 et 15, c'est top. Donc si tu as un lifestyle qui tient la route, normalement tu devrais pas avoir de problème avec le finastéride. Surtout qu'il faut également prendre en compte le fait que lorsque le finastéride avait été testé dans les premières études, il était testé sur des personnes qui étaient plus âgées, étant donné que les premières études qui ont été faites là-dessus, c'était dans le but de traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc les personnes qui ont ce genre de trouble, en général, c'est passé 50 ans. Et quand on a passé 50 ans, on a également plus de chances d'avoir tout ce qui est baisse de libido, troubles érectiles, etc. Et peut-être que là, effectivement, en prenant du finastéride, bah, à cet âge-là, à 50 ans plus, bah, forcément qu'on a plus de chances d'avoir des effets secondaires aussi, mais si t'es dans la vingtaine, et que encore une fois, t'as un lifestyle qui tient la route, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc là, ça c'est la partie, on va dire, des effets secondaires liés à tout ce qui est la reproduction. Mais tu as peut-être déjà entendu parler d'effets secondaires liés aux troubles neurologiques, troubles psychiatriques du genre dépression, etc. Et ça, en fait, c'est un peu une espèce de rumeur qui est advenue à cause d'une étude en fait qui avait été faite sur des souris qui avait démontré qu'il y avait une baisse de certains neurotransmetteurs avec la prise de finastéride, mais en fait il y a deux soucis avec ce genre d'études. Je crois qu'il y en a même plusieurs qui ont été faites. Sauf que le souci c'est que chez les souris, c'est la 5-alpha réductase de type 1 qui est supprimée par le finastéride, ce qui n'est pas le cas chez les humains. Chez les humains, c'est la 5-alpha réductase de type 2 qui est supprimée par le finastéride. Et on sait que dans le cerveau, c'est principalement la 5-alpha réductase de type 1 qui est active. Euh, donc ça veut dire que déjà là, il y a une différence entre comment on dirait ça, interespèce qui est présente. Donc déjà, c'est pas valide. Et en plus de ça, les doses qui étaient utilisées dans les études avec les souris étaient astronomiquement élevées par rapport à ce que nous, les humains, en prendraient pour, euh, dans un but de faire pousser ses cheveux, quoi. Donc je crois que je sais plus ce que c'est genre 100 mg par kilo de poids de corps. Si moi je prenais 100 mg par kilo de poids de corps, je serais à combien je fais 100, bah, je prendrais 8 grammes de finastéride, tu vois. Donc, ça n'a aucun sens. J'en prends 1,25 mg
parce que je prends une pilule de 5 mg que je coupe en 4 pour des raisons financières. Ça me revient beaucoup moins cher que si je prenais la pilule de 1 mg. Mais donc voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Et en attendant, ou bien si tu as, également des sujets de vidéos que tu voudrais que je traite, tu peux également t'exprimer dans la barre des commentaires. Je te citerai toutes les études dont je viens de te parler dans cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt.